Donc aujourd'hui, on va parler de Kubernetes, on va parler de solutions managées Kubernetes dans Azure et on va parler de haute disponibilité pour cette solution. Pourquoi? Parce que si vous avez besoin d'un cluster Kubernetes, il y a de grandes chances que vous ayez besoin de très haute disponibilité. Ou alors c'est qu'il y a un problème dans le, dans l'équation, vous n'avez peut-être pas choisi le bon service. Euh, pour moi, Kubernetes, ça rime avec haute disponibilité. Donc, on va voir ensemble, là, pendant 40-45 minutes, les différentes stratégies qu'on a à notre disposition pour garantir cette haute disponibilité, à la fois au niveau de notre infrastructure et au niveau de nos applications dans AKS. Voilà. Donc, tout ce que je vais vous raconter là, je l'ai écrit sous forme d'article que je vous partagerai à la fin de la présentation. Si je ne le fais pas, rappelez-le moi, mais voilà, là c'est une présentation en live. Si vous voulez revenir dessus à tête reposée et que vous préférez lire, tout ce que je vais raconter là, ça existe sous forme d'article. Voilà. Donc, on va parler de Kubernetes très rapidement. Et même avant Kubernetes, on va parler de conteneurs. Puisque c'est ça notre matériau de base, c'est le conteneur et le conteneur notamment conteneur Docker, qui permet de créer et d'exécuter très facilement des applications. Le problème des conteneurs, c'est que on rencontre assez vite des difficultés pour les administrer, les déployer, gérer leur cycle de vie. Surtout lorsqu'on travaille avec un ensemble d'applications conteneurisées, ça devient très très vite le bordel. Donc on a ce problème-là, ce problème de gestion fondamentalement. Et au-delà de ça, le problème de la scalabilité, la montée en charge, lorsque l'on a une application qui est fortement sollicitée, comment on fait pour que nos conteneurs se scale, donc se déploient les uns à côté des autres, et que tout ce petit monde évolue de façon cohérente. Voilà. Donc ça, c'est le problème des conteneurs Docker. D'où les solutions d'orchestration de conteneurs, comme Kubernetes, qui permettent donc d'automatiser le déploiement et la réplication de conteneurs. Ils gèrent la scalabilité et ils ont un mode de fonctionnement très intéressant qui est le mode dit d'état attendu, c'est-à-dire que vous indiquez à votre Kubernetes ce dont vous avez besoin et c'est lui qui fait au mieux pour répondre à ce besoin, ce qui implique également la détection des problèmes sur un conteneur. S'il ne répond plus, Kubernetes va se charger de supprimer l'instance de votre conteneur pour en recréer une nouvelle. Voilà, ça, c'est une des grandes forces de ces plateformes d'orchestration de services. Voilà. Donc, Kubernetes, c'est un produit qui est développé à l'origine par Google, qui maintenant appartient à la Cloud Native Computing Foundation, mais à l'origine, ça vient de Google. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir avec cette introduction, mais voilà, toujours est-il que on n'a pas tous les besoins de Google en termes de déploiement d'applications. Donc, il faudra être toujours très vigilant sur la façon d'aborder ce produit, notamment dans le fait que gérer un cluster Kubernetes, c'est très compliqué. C'est simple, c'est compliqué à déployer, c'est compliqué à manager au quotidien. Donc voilà, ceux qui l'ont déjà fait ici, peut-être, savent de quoi je parle. C'est que voilà, la complexité est au rendez-vous. D'où des solutions proposées par les cloud providers, qui sont des solutions managées de Kubernetes. C'est un peu à l'image d'un rancher, par exemple, que vous pouvez déployer on-premise, qui vous simplifie grandement l'installation de votre cluster. Eh bien, chez les cloud providers, vous avez ce qu'on appelle des services managés
Kubernetes. Donc, côté Google, bon, forcément, ils en proposent un. Il y en a un également côté Amazon. Il y en a un côté Azure. Il y en a un côté OVH. Bon, ils le font tous. Le but de cette solution reste néanmoins la même, hein, c'est de vous proposer un cluster Kubernetes clé en main. Hein, donc, il vous fait le cloud provider vous met à disposition un cluster Kubernetes sans toute la complexité de déploiement qui va bien derrière. Le cloud provider va également mettre à votre disposition les mises à jour, soit du Kubernetes en lui-même, soit de l'infrastructure sous-jacente. Donc vous n'avez qu'à appliquer, enfin vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton ou appliquer une commande pour mettre à jour votre système, et derrière c'est le cloud provider qui s'en charge. Vous avez la promesse d'une scalabilité à grande échelle, puisqu'on est dans le cloud, et avec Azure, en tout cas moi ce qui me plaît, c'est l'intégration avec un certain nombre de briques Azure. Donc on peut parler par exemple de Azure Monitor pour le monitoring, une intégration native avec votre Azure Active Directory, si vous le souhaitez, pour l'authentification des utilisateurs du cluster. Vous pouvez avoir le Security Center qui a changé de nom d'ailleurs ce début de mois, mais voilà un outil en tout cas qui va vous remonter des alertes de sécurité sur votre cluster. Une image par exemple Docker avec des accès routes, un cluster avec des ports qu'il ne faudrait pas ouverts à tout le monde, ce genre de choses. Voilà. Vous avez une intégration également avec la Container Registry Azure pour héberger vos images de conteneurs. Voilà. Je vous montre rapidement l'architecture d'un cluster Kubernetes. Il y a deux composants principaux. Donc on a le master, ici en vert. Le master, c'est le composant Kubernetes qui est chargé réellement de l'orchestration du cluster. Et on a également les nodes, hein, donc les composants en bleu, qui eux sont chargés de l'exécution de vos applications. D'accord ? Vos applications vont être déployées dans ce qu'on appelle des pods, d'accord ? Et ces pods, ils sont exécutés au sein des nodes. Voilà. Si on s'intéresse à l'infrastructure, ces nodes ici, et même le master, ici présent, en fait, ce sont des VM. Ce sont des VM déployés dans Azure, sur lesquels on trouve un certain nombre de composants Kubernetes. Pour le master, on va trouver l'API serveur, une base etcd pour la configuration, et puis des composants, contrôleurs manager et scheduler qui vont être chargés de piloter l'ensemble du cluster. Les nodes, ce sont aussi des VM, mais qui, elles, vont accueillir vos déploiements, vos applications. Voilà. Après, on a forcément une couche de réseau, on a le kubelet pour déployer nos pods, enfin voilà, on a une certaine mécanique interne à Kubernetes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau infrastructure, ce n'est toujours que des VM. Voilà. Et donc ce qui est intéressant avec cette solution managée Azure Kubernetes Services, c'est que au final, ce dont vous aurez uniquement à vous soucier, c'est la partie bleue ici. C'est-à-dire que vous avez besoin de provisionner des nodes dans lesquels vous avez besoin de déployer vos applications. Voilà. Par contre, tout ce qui est master, c'est géré par Azure. Toute la couche réseau va être gérée par Azure, enfin en partie, mais dans les grandes lignes, sans configuration spécifique de votre part, tout est géré par Azure. Donc c'est quand même c'est quand même d'un grand confort lorsque l'on a besoin d'un cluster Kubernetes, mais qu'on n'a pas forcément les ressources, je veux dire en termes de compétences, pour gérer soi-même du début à la fin un cluster Kubernetes. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Je vais vous montrer rapidement sur le portail Azure à quoi ça ressemble. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Mais voilà, je pense que c'est important que vous voyez concrètement
ce que l'on peut trouver comme information sur le portail Azure. Donc là, je suis connecté sur ma souscription, d'accord, donc mon espace de déploiement dans Azure, et j'ai provisionné pour ce soir un cluster que j'ai appelé AKS Demo Workshop. Voilà. Donc il est basé sur la version 1.20.9 de Kubernetes. Il s'exécute en France Centre, d'accord. Il contient un pool de nœuds, d'accord. Donc un node pool, c'est, hop, je remonte mon schéma. Un node pool, c'est un ensemble de nodes. Voilà. Je peux avoir plusieurs node pools. On verra tout à l'heure l'intérêt, mais là pour le moment, je n'en ai qu'un. Ce node pool, il contient deux nœuds, voilà, qui sont tous les deux ready, et vous avez des informations ici. Vous pouvez déployer maximum 110 pods par nœud, et ces nœuds, comme je vous le disais, ce sont des VM qui sont basés sur de l'Ubuntu, version 18.04. Voilà. Ces nœuds, si je regarde, est-ce que j'aurai la configuration matérielle? Normalement, oui. Donc j'ai ma VM 0 et ma VM 1. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme puissance? Je ne me rappelle plus. Est-ce que je le verrai? Est-ce que je le verrai ici? Même pas. Bon, ce sont des VM standards. Je dois avoir 2 CPU, 4 Go de RAM. Voilà, de mémoire, c'est ça. Si je reviens sur mon cluster, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? J'ai les namespaces par défaut, donc ce sont les espaces de déploiement d'applications. Un cluster peut être segmenté en namespace pour avoir un namespace pour un projet A et un autre namespace pour un projet B, par exemple. Ça vous garantit une isolation réseau au sein de votre cluster. Donc pour le moment, j'ai ces namespaces par défaut. Et moi, j'ai déployé un service, voilà, qui est représenté par ce load balancer, App Workshop, qui a une IP publique, qui est celle-ci, hein, et du coup, j'ai un service de déployer. Voilà, j'ai une application qui tourne derrière ce service. Et du coup, pour faire tourner cette application, si je regarde au niveau workload, j'ai des pods qui sont chargés d'exécuter cette application, et c'est ces pods-ci, deployment App Workshop, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc mon application, elle est rendue déjà hautement disponible par cet ensemble de pods. Donc on verra tout à l'heure d'autres façons de gérer la haute disponibilité de mon application. Autre chose intéressante, j'ai un certain nombre d'informations de monitoring sur mon cluster de façon native, voilà, intégrée à Azure grâce à Azure Monitor. Donc là, je vais activer la fonctionnalité, puisque je ne l'avais pas prévu par défaut. Et ensuite, derrière, il va me remonter un certain nombre de métriques, comme la charge CPU, la RAM. Hop, voilà. Deployment, OK. Si je rafraîchis, je dois pouvoir y accéder maintenant. Voilà, donc là forcément, du coup, il n'a pas de données, il en aura tout à l'heure, mais voilà, il va me faire des beaux graphiques, il va me remonter un certain nombre d'informations par rapport à mon cluster et mes applications également. On verra qu'il y a différents niveaux de supervision. Et il va être capable également de me remonter des alertes sur mon cluster, si besoin, et les logs. Voilà, il va m'agréger les logs dans un espace prévu que je vais pouvoir requêter, si besoin, pour comprendre ce qui se passe en cas de problème. Voilà, donc au niveau portail Azure, ça se matérialise de cette façon. Si je regarde ici, monitoring, voilà, j'ai déjà des informations qui arrivent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que
Un cluster Kubernetes, ça s'administre très peu de cette façon, hein, de façon graphique, mais plutôt en ligne de commande. Donc, pour la ligne de commande, on va utiliser tout simplement comment dire, le kubectl, hein, donc qui est la CLI pour gérer son cluster Kubernetes. Donc tout à l'heure, lorsque je vous montrerai par exemple un test de charge, on suivra le déroulement de l'opération uniquement via des commandes. Voilà. Si je peux vous en montrer une tout de suite. Par exemple, pour connaître le nombre de nœuds de notre cluster, on va faire un kubectl get node. Et voilà, on retrouve bien ici mes deux machines virtuelles. Voilà. Si je fais un get pod, voilà, on va retrouver mes 5 pods qui exécutent mon application. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'état attendu de Kubernetes, je vais vous en faire une illustration tout de suite, c'est que je vais supprimer un pod. Alors, il me semble que ça va être comme ceci. Voilà, donc là, j'ai supprimé un pod, le premier, hein, ici. En fait, s'il veut bien me rendre la main, voilà, on va se rendre compte. Si je refais un kubectl get pod, on va se rendre compte que j'en ai toujours 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Moi, j'ai demandé à Kubernetes qu'il y ait toujours 5 pods pour exécuter mon application. Et ben, j'en ai toujours 5 de disponibles. Voilà. Est-ce que ça va pour cette petite introduction? Oui, c'est clair. Ouais, très bien. Ouais. Ok, cool. Des questions? Non? Ça va? N'hésitez pas, hein, si besoin. Ok, et bien on continue. Alors, du coup, on va matérialiser quelques concepts très rapidement. Donc, qu'est-ce que la haute disponibilité? Bon, bah, je pense que je vous apprends rien, c'est la capacité d'un système à être toujours disponible. Voilà ce qu'on attend de lui. Et la capacité à s'adapter à des contraintes qui lui sont imposées. Donc, par exemple, suite aux annonces de ce midi de notre ministre, eh ben, il y a un site internet qui a été très très fortement sollicité, c'est Doctolib. Voilà, Doctolib est resté, le site est resté up malgré le fait que énormément de monde ait essayé de se connecter ce midi pour prendre rendez-vous. Donc là, on peut parler de disponibilité. Voilà. La résilience, un concept important également, c'est la capacité d'un service à continuer de fonctionner malgré une défaillance d'un ou plusieurs éléments. Alors sur le papier, ça peut paraître simple, mais dans la pratique, dans les systèmes informatiques, pas du tout. Et on verra comment Kubernetes peut nous aider avec cette problématique. Et deuxième point lié à la résilience, c'est la capacité du système à revenir dans un mode nominal de façon automatisée. Donc ça, vous en avez eu une illustration juste avant, c'est-à-dire que j'ai supprimé un pod, automatiquement, mon cluster l'a recréé. Donc c'est déjà une illustration de cette résilience. Donc maintenant, on va balayer un certain nombre de concepts, hein, pour essayer de se rapprocher un maximum de cette notion de haute disponibilité et de résilience du système. Donc, on va commencer par les pools de nœuds. Tout à l'heure, je vous ai montré que sur notre cluster, on avait un pool de nœuds, parce que j'en ai déployé qu'un. Ce pool de nœuds, il contenait 2 VM. Bien, ce que l'on peut conseiller, c'est de déployer plusieurs pools de nœuds. Pourquoi? Parce que grâce à ces pools de nœuds, on va avoir la possibilité d'avoir au sein de notre cluster des machines virtuelles avec des spécificités matérielles différentes. Par exemple, un pool de nœuds avec des nœuds
qui ont une configuration standard, CPU, RAM, voilà, du classique, deux vCPU 4 Go par exemple. Et puis, je sais que j'ai une application qui est très gourmande en ressources. Pour elle, je vais peut-être avoir besoin de VM avec 8 vCPU et 16 Go de RAM, par exemple. Et c'est possible. Voilà, vous créez plusieurs poules de nœuds. Pareil, vous avez une application, c'est pour faire du calcul intensif, du traitement de l'image, par exemple. Vous créez un troisième pool de nœuds et vous déployez des machines virtuelles avec la prise en charge GPU. Voilà. Donc, un pool de nœuds par besoin. Maintenant qu'on a ces nœuds spécifiques pour accueillir nos applications, on a besoin que nos pods ils se déploient en conséquence sur les bons nœuds. Voilà. Donc pour ça, il y a un mécanisme Kubernetes pour faire ce travail. Donc c'est taints et toleration. Et du coup, vous allez spécifier, pour être très basique, vous allez, au moment du déploiement de vos applications, vous allez spécifier tout simplement sur quel nœud vos applications peuvent s'exécuter. Voilà. C'est un mécanisme qui va permettre, en fait, à un nœud d'accepter le déploiement de l'application. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant et du coup, ça vous permet d'adapter votre environnement d'exécution au sein du cluster en fonction du type d'application que vous devez déployer. Et dans un environnement cloud, ça a un autre intérêt, c'est de vous faire économiser des sous. Parce que si vous avez une application qui est très gourmande et qui du coup nécessite beaucoup de ressources, dont vous vous dites, moi mes VM, je les calibre toutes pour cette application, ça va vous coûter une blinde. Donc provisionner uniquement un pool de nœuds avec quelques VM dédiés à cette application. Ça va là-dessus? Allez, je continue. Ouais. Les zones de disponibilité. Alors ça, pareil, c'est un concept qui est général aux différents cloud providers. Si on s'intéresse à Azure, comme on l'a vu tout à l'heure, notre déploiement, on l'a fait dans la région France-Centre. Voilà. Les déploiements dans Azure sont faits dans une région. Une région, c'est un emplacement physique d'un certain nombre de data centers. Donc, par exemple, la région France-Centre, elle est constituée de 3 data centers, donc trois ensembles de bâtiments. Et ces data centers, ils sont situés en région parisienne, d'où le France-Centre, et ils sont distants de quelques kilomètres. Hein. Donc on a un des data centers qui est à l'ouest de Paris, et on a 2 autres data centers qui sont un petit peu plus au sud. Voilà. Donc ces data centers, ils sont isolés en termes d'alimentation électrique et en termes de réseau. Ils sont connectés entre eux, mais ils sont indépendants. Ces data centers, enfin ces 3 data centers, c'est ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Donc ça vous permet de vous protéger contre l'indisponibilité d'un des data centers. Voilà. Par exemple, là, nous, ce qui va nous intéresser avec notre cluster Kubernetes, c'est d'utiliser les 3 zones de disponibilité de la région France-Centre pour déployer nos nœuds, nos VM. Voilà. Donc on a tout intérêt à ce qu'il y ait une VM déployée sur la première zone. D'accord ? On va avoir une seconde VM sur la deuxième zone et une troisième VM sur la troisième zone. Donc ça se fait au moment du provisioning de votre cluster. Hein. Donc là, moi hier, j'ai utilisé cette commande, AZAKS create. J'ai renseigné un certain nombre de paramètres. Et là, le paramètre qui nous intéresse, c'est le paramètre zone, où j'ai spécifié que je voulais utiliser les zones 1, 2 et 3. Quel est l'intérêt de cette
de cette architecture, et ben on va le voir juste après, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sans ce paramètre, toutes mes VM se seraient retrouvées dans le même data center physique. Là, nous, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que on souhaite que si la zone 1, donc l'un des data centers qui comprend la région France-Centre, si l'un de ces data centers est indisponible, pourquoi? Parce qu'il a un problème électrique, parce que tout d'un coup son alimentation fibre ne fonctionne plus, il y a un tremblement de terre, peu importe. Si la zone n'est plus disponible, ma VM ne fonctionne plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai toujours une autre VM sur la zone 2 et une troisième VM sur la zone 3. Est-ce que vous voyez le principe derrière ce mécanisme? Oui. Ouais. Bon, c'est cool. Et du coup, là, j'ai un exemple avec trois VM, donc ça s'accorde très bien parce que j'ai 3 zones de disponibilité. Si vous déployez une quatrième VM pour votre cluster, il va se mettre, disons, dans la zone 2, et une cinquième VM va arriver dans la zone 3 et une sixième dans la zone 1. En tout cas, il y a un équilibrage, machine virtuelle, zone de disponibilité. Au niveau Kubernetes, qu'est-ce qui se passe si ma zone 1 est indisponible et donc mon node 1 est indisponible par effet de cause? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes pods qui étaient présents sur cette machine virtuelle vont automatiquement être recréés sur une des 2 VM restantes. Voilà. Ce nœud-ci, il sera identifié par le cluster comme étant injoignable et donc comme étant indisponible. Et du coup, ce qu'il contient va être déployé ailleurs. Voilà. Donc, la condition pour mettre en place ce mécanisme, il faut qu'il y ait suffisamment de réplicas de vos applications et que ces réplicas, ils soient configurés pour se déployer sur chaque nœud. Voilà. Donc par défaut, Kubernetes il a un mécanisme pour faire ça. Il le gère pour vous. Il est nativement censé répartir les pods sur les différents nœuds disponibles. Mais nous, derrière, on a la possibilité de mettre notre grain de sel dans cette répartition pour être optimal. Et ça se fait grâce à ce qu'on appelle les topologies spread constraints. Bon, ça nous permet de contrôler la répartition des pods sur les nœuds. Voilà. J'ai une petite question. Ouais. Le node master, lui, il est où physiquement? Si son data center il tombe, comment ça se passe? Ouais, on va en parler après. Ok. C'est une très bonne question. Donc voilà, topologie spread constraint, donc répartir les pods sur les différents nœuds. On s'assure d'avoir toujours minimum 2 réplicas de notre application par AZ, par availability zone. Tout simplement pour éviter que s'il y a une zone qui soit indisponible, il y en ait une autre qui soit capable de continuer à faire tourner notre application. J'ai une autre question. Oui. Cette topo, elle est faite à l'initialisation, c'est-à-dire d'un point de vue configuration, c'est figé. Ensuite, une fois que ça tourne, il n'y a pas possibilité qu'il y ait des nœuds qui se rajoutent dynamiquement. Je pense que je comprends mal ta question. En fait, tu vas définir cette topologie qui va donc s'appliquer à ton cluster à un instant T. Si à un moment ou un autre, ton cluster évolue, donc dans le sens où tu ajoutes des VM ou tu en enlèves, ta topologie, elle s'adapte. Ok, donc c'est toujours possible de rajouter un node 4 Bien sûr. à une autre Ah zone oui. de disponibilité je ne sais pas, par exemple, dans un autre pays européen, par exemple.
Ah, alors ça, on va être dans une autre configuration qu'on verra juste après. Mais en tout cas, là, ton cluster, il est déployé en France Centre, donc tout est en France. Mhm. Donc tu pourras pas déployer un nœud en Irlande, par exemple, si c'est ça ta question. Ouais, du coup, oui, c'est un peu ça, mais on peut rajouter, si admettons, bah, il y a le node 1 qui tourne, Ouais, qui tombe, il reste deux ouais, nodes. ouais, Dynamiquement, je peux rajouter un quatrième node en France Centre. bien sûr, bien sûr. Tu peux le rajouter toi-même manuellement, ou mieux, tu as configuré ton cluster pour dire que, au minimum, il y a toujours 3 nœuds en exécution à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, c'est ton cluster qui va te recréer automatiquement le nœud manquant et qui va le positionner sur une des 2 zones de disponibilité restantes. Ok, ouais. Et on peut prendre une autre région que France Centre pour Ah oui, ajouter non. un autre node. Ah non. Non, non, non. Non, c'est... attends, je te montre. Je te montre. Si je fais la création de mon cluster à partir du portail Azure, est-ce qu'il est là? Il est là, Kubernetes Services. Tac, ici, région. Voilà, tu fais un choix. Tu fais un choix, donc soit tu es, voilà, North Europe, c'est l'Irlande, par exemple, euh, France Centre, Allemagne, mais si tu déploies en France Centre, toutes tes VM, donc ton master, tes nœuds, tout est en France. Tu pourras pas déployer un nœud en Allemagne, par exemple. Ouais, ok. Donc l'autre Ça, c'est possibilité, ça, c'est impossible. hmm, donc l'autre possibilité, ça serait d'avoir un autre cluster ailleurs, en fait, dans une autre région, de manière à pallier bah, le France Centre, par exemple. Comme ce schéma-là, quoi, par exemple, tu veux dire. Ouais, ok, ouais, ouais. Donc effectivement, mais c'est très bien, ça me fait une très belle transition, hein, y a pas de... Moi, ça me va bien. Donc effectivement, pour se prémunir de l'indisponibilité d'une région entière, parce que c'est possible, un incident global à une région, bah, on peut imaginer déployer euh, 2 clusters sur 2 régions différentes. Donc là, attention, ça veut bien dire qu'il faut déployer, manager et pousser des applications sur 2 clusters, voilà, qui sont à gérer unitairement. Ensuite, vous avez besoin d'un composant qui va router le trafic réseau vers l'un des 2 clusters. Et pour ça, vous avez Azure Traffic Manager. Voilà, c'est une solution de load balancing qui va router le trafic en fonction de critères que vous pouvez renseigner. Donc ça peut être le positionnement géographique, hein, de la personne qui veut accéder au service qui est déployé sur le cluster. Ça peut être le temps de réponse du cluster. Euh, ou ça peut être, bah, si ce cluster-ci est indisponible, et ben automatiquement, lui, il va router le flux uniquement vers le cluster de la région secondaire. Oh, pardon. Voilà. C'était à ce cas-là que tu pensais, du coup, Michael? Ouais, tout à fait. Merci. Voilà, donc ça, effectivement, c'est possible. C'est possible, hein, 2 clusters, un traffic manager entre les deux. Il route le flux suivant les conditions que vous lui demandez, donc la latence, la disponibilité. Et s'il y a un des 2 clusters qui a un problème, il va automatiquement tout basculer sur le second. Donc ça peut être intéressant au niveau perf si vous avez une solution distribuée à l'échelle mondiale. Voilà, vous voulez une latence optimisée pour vos clients aux US, pour vos clients en Europe. Pourquoi pas vous déployer 2 clusters plus un traffic manager. Mais en contrepartie, on a 2 clusters. Voilà. Alors le master, pour toi Romain, du coup, on a la possibilité
j'ajoute Thierry. Bonjour Thierry. On a la possibilité de souscrire à une option au moment du déploiement du cluster, l'option d'Uptime SLA. Alors, à quoi va nous servir cette option? Cette option, elle va nous garantir la haute disponibilité de l'API serveur du cluster, donc ce composant-ci. D'accord? Et cette haute disponibilité, on va avoir dessus un engagement de Microsoft, voilà, avec ce qu'on appelle un SLA, Service Level Agreement, c'est-à-dire que Microsoft s'engage à ce que votre API serveur, donc déployé sur le master, soit opérationnel à hauteur de 99,9%, 99,95%. Voilà. Pour ce faire, Azure va utiliser une réplication du master, d'accord, et donc configurer un failover entre plusieurs masters. Donc pour vous, c'est totalement transparent. Pour vous, c'est totalement transparent. Vous n'avez absolument rien à faire à part utiliser cette option, donc préciser SKU, Uptime SLA, au moment du déploiement de votre cluster. Après, derrière, ici, cette gestion, c'est totalement transparent pour vous. Le mécanisme ici derrière, les nœuds master, ça va être ce qu'on appelle des availability sets. Les availability sets, ou on va abréger avec AS pour que ce soit plus simple, ça vous garantit que cette VM-ci, celle-là et celle-là seront déployées au sein du même data center, mais dans des zones différentes du data center. D'accord? À quoi ça sert? Ça veut dire que ça vous garantit que cette VM ne sera pas mise à jour en même temps que celle-ci ou que celle-ci. Ça vous garantit également qu'ils ont une alimentation réseau et électrique séparée. D'accord? Donc, s'il y a un souci sur une des baies, d'accord, qui accueille cette VM, eh ben, a priori, normalement, les VM ici, qui sont déployés sur d'autres baies, ne seront pas impactés. Voilà. Le déploiement derrière est fait de cette manière. Donc là, on rentre dans les détails d'infrastructure, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Ouais, très bien. Mise à jour qui ne seront pas appliquées en même temps, une alimentation électrique et réseau spécifique. Voilà. Donc, bah oui, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un serveur qui plante, d'un hyperviseur qui crache. Donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Vous avez donc un engagement de Microsoft, un SLA, qui est donc de 99,9% par défaut, d'accord? Et même un SLA de 99,95% pour des clusters qui utilisent des zones de disponibilité. Voilà. C'est-à-dire que si vous utilisez des zones de disponibilité, les masters, ici, ils vont être déployés dans des zones, dans les différentes zones disponibles. Zone 1, zone 2, zone 3. D'accord? Avec le mode, entre guillemets, par défaut, et donc les availability sets dont je viens de parler, c'est 99,9. Si vous utilisez des availability zones, 99, 95. Là, c'est si vous avez vraiment de très hauts besoins de disponibilité. Le coût de cette option, c'est 10 centimes par heure par cluster. Donc, c'est une option qui a un coût quand même. Après, je vous rassure, par défaut, donc même sans cette offre, Uptime SLA, il y a des mécanismes de failover nativement quand même sur l'API serveur. D'accord? C'est-à-dire que par défaut, votre master ici, il est quand même répliqué par Azure. Vous n'en avez pas qu'un seul. Vous avez plusieurs VM qui tournent et qui hébergent votre master par défaut. C'est juste qu'il n'y a pas d'engagement de Microsoft dessus. D'accord? Donc si votre master est indisponible, si votre cluster est HS et que c'est lié à un problème
côté Microsoft, sans l'option ici et les SLA associés, vous ne pourrez pas demander de dédommagement à Microsoft pour l'indisponibilité de votre cluster. Si vous souscrivez à cette option et que votre cluster est par terre, vous pourrez aller leur demander des comptes. Et en contrepartie, ils vous reverseront un peu de sous. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ça va là-dessus? Ouais, c'est clair. Ok, cool. Ouais, très bien. Donc voilà, un petit schéma qui détaille le principe. Hein. Donc si celui-ci est HS, voilà, on bascule sur celui-ci. Voilà, le failover est uniquement entre ces deux VM, mais c'est elle maintenant qui gère le cluster, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était surtout au niveau infrastructure, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, on va s'intéresser aux applications, la haute disponibilité applicative. Donc pour ça, on va parler d'autoscaling, l'autoscaling des pods. Donc le scaling, tout simplement, scaling horizontal, ça consiste à augmenter ou diminuer dynamiquement le nombre d'instances de notre application. Pourquoi? Pour résister par exemple à un pic de charge. Si votre service est fortement sollicité par moment et très peu le reste du temps, hein, comme Doctolib ce midi par exemple. Et du coup, on peut configurer dans Kubernetes l'upscale, donc le fait de rajouter un pod, et le downscale pour s'adapter en temps réel aux besoins de nos utilisateurs. Hein, donc on va configurer un scaling, on va définir un seuil de consommation CPU, par exemple 70%. Si sur mon cluster, l'ensemble des pods consomment plus de 70% de charge CPU, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont fortement sollicités. Eh bien, mon cluster va être capable de déployer automatiquement un troisième pod pour absorber la charge. Voilà, ça va se faire automatiquement, sans action de ma part. Ça va se faire automatiquement grâce à un composant qui s'appelle HPA, Horizontal Pod Autoscaler, et il va se baser sur des métriques qui sont remontées par le cluster. À l'inverse, il va être également capable d'opérer un scale down, c'est-à-dire que si les pods consomment peu de ressources, le cluster est capable de décider de supprimer une des instances du pod. Tout simplement. Donc pour ça, vous avez besoin de définir un objet Kubernetes qui s'appelle un horizontal pod autoscaler qui va cibler un deployment, donc qui va cibler une application que vous déployez sur votre cluster et qui va faire évoluer, si nécessaire, le nombre de pods pour répondre au mieux aux besoins de votre application. Alors du coup, le seuil ici que l'on a spécifié, c'est 70%. Alors je vous ai spoilé un peu, je vous ai dit que c'était par rapport à la charge CPU. Alors là, dans mon cas, oui. Mais il faut savoir qu'on peut aussi, targeter la RAM, par exemple. Donc, cette charge de 70%, ça va être lié à ma consommation de ressources CPU. Il faut savoir que l'on a, par pod, une certaine quantité de ressources qui lui sont affectées. Voilà. Donc ça se matérialise via l'entrée ressources, ici. On va lui spécifier des requests. Donc CPU, ici j'ai spécifié 250 millicorps de vCPU, donc ça correspond à un quart de vCPU. Un quart de vCPU qui est dédié à mon pod. Donc ça peut paraître peu, mais en fait c'est pour chaque instance de mon application, c'est pour chaque conteneur. Donc au minimum en fixe, elle a 250 milli vCPU et au maximum, la limite à ne pas dépasser, c'est 1,5 vCPU. Et cette limite, c'est très important parce que c'est également une sécurité. C'est-à-dire que si votre application
comment dire, est mal développé et a une fuite de mémoire, par exemple, eh bien, ce mécanisme-là vous garantit que votre pod ne pourra jamais consommer plus euh, de 500 milli-CPU. Non, je dis des bêtises. Ça, c'est pour la RAM. Pour le CPU, il y a un mécanisme de bridage en fait, de votre pod, donc il ne pourra pas utiliser plus d'un demi vCPU. Et si vous configurez la RAM, ici, donc dans Request et dans Limit, si vous spécifiez la RAM, pour la limite, en fait, eh ben, votre pod, s'il atteint cette limite, par exemple 500 mégas de RAM, s'il atteint cette consommation mémoire, votre pod est détruit par le cluster. Donc là, ce que je disais juste avant, c'est que ça vous protège des fuites de mémoire sur vos applications. Donc c'est une sécurité. Donc ici, si on revient sur l'exemple d'avant, donc 70% de charge CPU, bah, ça va être 70% de la limite qui est ici. Voilà, tout simplement. Si je regarde un peu au-delà de ce champ ressources, on voit ici que j'ai demandé le déploiement de conteneurs, donc que je vais nommer mon application, et qui sont basés sur une image application.NET Core en V1. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'état désiré dans Kubernetes, et ben, souvent, ça se matérialise par ce type de fichiers. Ce sont des fichiers YAML dans lesquels on va décrire un certain nombre de choses. Donc ici, j'ai décrit le type d'objet Kubernetes, un deployment. J'ai spécifié le nombre d'instances de mon conteneur. J'ai spécifié l'image de conteneur que j'allais utiliser, sur quel port ce conteneur va être exposé. Je lui attribue des ressources. Et enfin, pour l'accessibilité réseau, je lui associe un service, d'accord, de type load balancer, qui va rendre disponible mon pod via le port 80. Voilà. Et ce load balancer, il va cibler mon application. Hein, ça marche grâce au mécanisme des labels, hein, donc, que l'on retrouve ici, qui correspond à celui-ci. OK pour ça? Sur cette slide, dernier point très important, lorsque vous déployez dans Kubernetes, c'est de gérer ce qui s'appelle des probes. Voilà. Il y a plusieurs types de probes. On trouve donc ce qu'on appelle des else probes, comme celui-ci, où en fait vous spécifiez un endpoint. D'accord, donc un endpoint de votre API, par exemple. Ici, else z, qui est accessible sur le port 8080. Et il faut savoir que ce test de vie, ça va permettre au cluster de savoir si votre application est opérationnelle ou non. Cet appel à cette API, le cluster va le faire régulièrement. Donc ici, visiblement, toutes les 3 secondes. Toutes les 3 secondes, il va interroger ce endpoint. S'il répond, tant mieux. S'il ne répond pas, votre pod est supprimé. Et il va être automatiquement, du coup, derrière, recréé par le cluster s'il détecte qu'il manque un pod pour répondre à cette contrainte. Ici, de nombre de réplicants. Tout ça, c'est de la mécanique interne de Kubernetes et le fonctionnement grâce aux états attendus. Vous spécifiez une condition pour que votre application soit opérationnelle. OK. Votre application n'est pas opérationnelle, le pod est supprimé. Si vous avez moins de 10 réplicas, un nouveau pod va être recréé. Voilà. Second probe très intéressant à connaître, c'est ce qui s'appelle le readiness probe, donc qui n'est pas matérialisé ici, et ça permet au cluster de savoir à quel moment votre pod est déployé et que l'application est disponible pour accepter du trafic réseau.
Ça permet de se prémunir de la situation où Kubernetes détecte qu'il manque un pod. Donc, il lance la création d'un pod. Votre application est en train de démarrer. Hein, ça peut prendre un peu de temps, si on fait du Java par exemple. Et donc ça prend un peu de temps. Et on a ce test de vie ici qui se met qui se déclenche. Ah, votre application elle répond pas parce qu'elle est en train de s'initialiser. Donc Kubernetes détruit le pod qu'il faut recréer et on est ainsi dans une boucle infinie. Donc ça c'est très important également à mettre en place. Et du coup, une fois que votre application a réellement démarré, est accessible, Kubernetes va autoriser le routage réseau vers ce pod. Voilà. Ça va éviter aussi aux utilisateurs d'attendre s'ils essayent d'atteindre ce pod alors qu'il n'est pas dans un état initialisé. OK ? Je vais vous faire une petite démo en termes de scalabilité, de disponibilité. Donc, j'ai configuré un HPA, que je ne me souviens plus comment il s'appelle. Est-ce que liste HPA, est-ce que ça marche? Non, c'est pas ça. Non, je ne sais plus comment je l'ai appelé. J'ai fait ça hier soir, je ne me souviens plus. C'est pas grave, on va regarder très rapidement. Je trouve même pas la commande en plus. Get HPA tout court, ça va pas lister. J'étais en train de me demander justement, on va voir. Ah oui, bon, il n'y avait pas besoin de trop se prendre la tête. Get HPA tout court, ça fonctionne. Donc, j'ai mon... Bah oui, en plus, là, je fais un kubectl get deployment, effectivement, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Donc, j'ai mon application, d'accord, donc qui est déployée via ce deployment, App Workshop, et j'ai un HPA qui cible ce deployment. Vous voyez, deployment App Workshop, qui me permet donc d'avoir entre 5 et 100 pods pour hoster mon application. Donc, comme je vous le disais, mon application, elle est exposée via le service qui est accessible donc avec cette IP. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un test de charge sur ce service. Et pour ça, j'ai déployé une VM dans Azure et je vais utiliser un petit utilitaire qui s'appelle Vegeta. Et grâce à une commande, eh bien, il va tout simplement faire un test de charge sur mon cluster. Alors, est-ce que je peux copier-coller ma commande d'ici? Non, visiblement non. Il n'est pas d'accord. Je vais couper la présentation pour pouvoir récupérer ma commande qui est là. Copier, coller, oui. Alors, l'IP, on a dit 2074-2983.
est la bonne quand même, ce serait mieux. Alors, pendant que ça se déroule, eh ben, ce que l'on va parler, on va parler d'une dernière fonctionnalité, c'est l'autoscaler de cluster. D'accord? Donc là, moi, je l'ai mis en place pour ma démo. Et en fait, ça va me permettre de répondre à un besoin qui est que, d'accord, mon service et donc mes pods sont sursollicités, donc ils scale. J'ai besoin de déployer de nouveaux pods, de nouveaux pods, de nouveaux pods. Mais qu'est-ce qui se passe si il n'y a plus suffisamment de puissance sur les nodes pour accueillir ces pods? Alors pourquoi? Parce que ici, vous allez spécifier des ressources, d'accord? Donc votre pod va réclamer au cluster un certain nombre de ressources. Si le cluster ne peut pas les lui fournir, votre pod ne sera pas déployé. Donc ça peut être intéressant de mettre en place ce qui s'appelle un cluster autoscaler qui va vous permettre de scaler en fait au niveau des nœuds, au niveau des VM. Et donc automatiquement, Azure va vous provisionner de nouvelles VM pour votre cluster. Donc ça se fait avec une commande, donc un AZAKS update, vous faites un enable cluster autoscaler et vous spécifiez le nombre minimum de nœuds et le nombre maximum. Donc ici, il y avait des pods qui ne pouvaient être déployés, faute de ressources. Eh bien, c'est pas grave, le cluster provisionne un nouveau nœud pour héberger vos applications. Donc ça, c'est s'il n'y a pas assez de ressources, l'autoscaler de cluster va se mettre en route et provisionner automatiquement de nouvelles VM pour que l'ensemble des pods puissent être déployés. Attention cependant, dernier point, attention cependant au nombre maximum de nœuds que vous spécifiez ici. Parce qu'il faut que ça soit intéressant pour vous en termes de disponibilité, mais également en termes de coût. Pourquoi? Parce que déployer 15 VM dans Azure pour faire tourner votre application, c'est sûr, ça va répondre à un besoin d'accessibilité pour vos services. Par contre, ça va vous coûter cher. Voilà. Donc attention à ce facteur-là. Donc si je reviens ici, ça tourne. Et si je regarde maintenant sur mon cluster, je fais un get pod. Voilà, bon, on voit qu'il a besoin de beaucoup de pods. Et du coup, vous voyez tous les pods ici en pending. Donc, il y en a certains en running quand même, mais il y en a beaucoup en pending. Pending, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à les déployer pour le moment. Et du coup, c'est parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Si je regarde, si je fais un kubectl get node, est-ce qu'il a voilà, bon, il a créé déjà 3 VM supplémentaires pour héberger mes pods. Donc là, la répartition va se faire. Alors les VM, c'est 5, 6 et 7 ici, parce que mon cluster, je l'ai déployé hier, et j'ai fait ma démo également hier. Donc hier, il m'avait créé les nœuds 2, 3, 4. Et vous voyez, ces nœuds, ils ne sont plus ils sont plus rattachés au cluster aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque mon cluster a détecté qu'il n'en avait plus besoin, il a supprimé mes nœuds. Voilà, tout simplement. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, qui est très intéressant, c'est la répartition des nœuds. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai ma petite commande aussi. La répartition des nœuds sur mes différentes zones de disponibilité. Voilà, donc j'ai fait un describe node et je demande la zone et vous voyez que ici ma VM 0, elle est sur la zone France Centre 1. La deuxième, elle est France Centre 2, France Centre 3, France Centre 1, France Centre 2. Voilà. Donc mes VM, c'est très simple. C'est très simple. Si on revient ici,
eh ben, j'ai 2 VM sur ce data center ici, j'en ai 2 autres ici, et une dernière sur la zone 3. Donc là, je fais tourner des VM qui sont physiquement, géographiquement distantes de quelques dizaines de kilomètres. Mais elles tournent au sein du même cluster, toujours dans la même région, France Centre. Je reviens sur mes slides. Tac, tac, tac. Alors du coup, toute cette mécanique, à quoi ça peut nous servir? Bah, ça va nous servir pour des applications dont les besoins vont être variables. Moi, c'est surtout ça qui me vient à l'esprit, c'est que si vous avez des services qui sont fortement sollicités, par exemple la semaine, mais peu le week-end, bah, ça peut être intéressant de partir sur un cluster Kubernetes. Pour les sites de e-commerce également. Si vous n'avez pas ce besoin de scalabilité au niveau des ressources et ce besoin de haute disponibilité et donc d'une infrastructure qui va être résiliente et qui va faire toujours au mieux pour répondre à votre besoin, ben, je pense que sans ces besoins-là, ça vaut peut-être pas le coup de faire du Kubernetes. Voilà. Et il faut également, par ailleurs, avoir besoin de déployer un certain nombre d'applications. C'est-à-dire que si vous avez qu'une seule application conteneurisée à déployer dans Azure, même si vous avez ce besoin de scalabilité et de résilience, il y a d'autres services Azure qui répondent à ce besoin, avec les App Services, par exemple. Par contre, si vous avez 5, 10, 15 applications conteneurisées, là, c'est intéressant de partir sur un cluster AKS. Récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble. Côté infrastructure, l'utilisation des pools de nœuds, l'utilisation des availability zones, le déploiement multi-région, si c'est intéressant pour votre application d'être déployé dans différents endroits du globe, et l'uptime SLA, si vous voulez un engagement de Microsoft par rapport à l'accessibilité de votre cluster. Côté application, l'autoscaling des pods, l'autoscaling des nodes et accorder une importance toute particulière à la façon dont vous déployez vos applications. Donc basiquement, c'est du YAML, mais vous pouvez utiliser des mécaniques comme des templates Helm, par exemple, pour industrialiser ces déploiements. Dans tous les cas, toujours spécifier les ressources et, dans la mesure du possible, utiliser les prods. Voilà, ça fait partie de vos préoccupations principales si vous faites du Kubernetes, que ce soit dans Azure ou non, d'ailleurs. Et du coup, j'ai fini cette présentation après ce petit récapitulatif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre un certain nombre de liens dans le chat pour ceux qui veulent lire les articles qui décrivent tout ça à tête reposée. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Merci à tous. Merci à toi pour la présentation. Merci à toi, ouais. Merci, ouais. J'espère que j'ai été clair, que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. C'était très clair pour Ouais. moi. Je vais laisser les autres répondre. Très J'ai clair cru comprendre également, qu'il y ouais. en avait qui étaient plus ou moins, pas forcément experts après sur du Kubernetes, sur du AKS. Donc, est-ce que il y avait des points, tout le monde, c'était à peu près bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je pense que c'est le bon moment. Yes. Oui, du coup, moi, je connais pas très bien Kubernetes, mais c'était vraiment bien expliqué et puis accessible. Les schémas aussi très bien. Donc, globalement, ça donne une bonne vision du service proposé par Microsoft, du moins une bonne introduction à ce service.
Et Ouais. c'était top. Ok, cool. Du coup, je voulais vous partager des liens. Donc, je vous ai mis ici les liens par rapport à la haute dispo. J'ai écrit un workshop également, justement pour déployer pas à pas un cluster Kubernetes, donc toutes les commandes et comment déployer son application, comment écrire le fichier YAML. Voilà, donc je vous mets également le lien vers ce workshop. Donc vous voyez, il y a c'est découpé en étapes. Voilà, vous avez normalement tout ce qu'il faut, plus quelques explications techniques, mais voilà, vous apprendrez comment reproduire en fait tout simplement la démo que j'ai faite là ce soir. Tout est écrit là-dedans. Alors, vous avez le déploiement du cluster, de l'application, le test de charge, tout y est. Voilà, et du coup, le lien vers mon blog. Hop, je vous le mets là également. Donc, il y a une section dédiée à AKS, hein, avec un certain nombre d'articles. Donc, voilà, si vous avez l'occasion de travailler dessus, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bon, ça va pour vous? Ouais, nickel. Bon, bah après, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Il est l'heure d'aller manger. Effectivement. C'était très complet en tout cas. Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation. Merci Avec plaisir. aux participants d'avoir suivi cette session aussi. Avec plaisir. Et puis Merci à du vous coup, tous. la rediff sera dispo sur YouTube, hein, c'est ça? C'est l'idée. Après, je pense, voilà, de toute façon, Microsoft, maintenant, ils avaient fait un YouTube national, Ouais. je crois. Ils avaient fait Ouais. donc voilà, si vous avez besoin, il y a pas mal de ressources sur leur YouTube. Il y a évidemment, voilà, comme je disais, il n'y a pas que la communauté Microsoft. Donc, n'hésitez pas à chercher un peu ou à poser des questions. Il y a énormément de choses qui peuvent se trouver à droite à gauche. Mais Yes. en plus de ça, voilà, il y a effectivement, voilà, le Mug TV. Toutes les communautés de France en fait ont été regroupées l'an dernier, si je dis pas de bêtises, sous cette bannière, puisque chaque communauté en fait commençait à faire des captations et à faire des lives, ce qui était très Pour essayer de intéressant, diffuser. mais voilà, quand c'était très localisé, c'était un peu dommage. Maintenant, on essaie d'avoir un endroit où on dépose toutes les vidéos. Donc, vous retrouverez le live très bientôt et vous en avez plein d'autres à découvrir aussi. Je vous ai mis le nom de la Super. chaîne YouTube. C'est le Mug TV. Ok. Donc voilà. Et si vous avez des questions, voilà, vous m'envoyez un message sur Twitter. Toutes les problématiques Azure, voilà, je serai à votre écoute. Merci à tous. Merci beaucoup. beaucoup. Bonne Merci soirée. Thomas. Bonne soirée. Merci, Ciao, bonne bonne soirée, soirée à salut. tous. Salut.